Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Canal Algérie. Quel plaisir pour moi de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique. Nous avons entamé jeudi passé ce cycle dédié au cinéma algéro-tunisien. On a commencé avec cette belle histoire du film Les Palmiers blessés de Abdellatif Ben Ammar réalisé en 2010 ce jeudi. On vous propose le film Aziza, sorti en 1980, qui a décroché le fameux Tanit d'or du festival de Carthage. Une magnifique aventure humaine de coproduction, de coopération entre des Algériens et des Tunisiens motivés par l'amitié, l'amour, la solidarité et la fraternité de deux peuples unis. Toute l'équipe technique du Studio 7, à leur tête le réalisateur Nabil Tribesh, vous souhaite la bienvenue. Aziza, oui, c'est tout d'abord la première coproduction algéro-tunisienne et puis c'est l'un des premiers films engagés pour la cause des femmes. Un film qui revendique leurs droits, l'égalité entre femmes et hommes, une thématique osée à l'époque, mais merveilleusement portée par des comédiennes et des comédiens talentueux tels que Mohamed Zinet, Dalila Hlilou, la belle Yasmine Khlat, Raouf Ben Ammar, Toufiq Djebali, une pléiade de comédiens tunisiens et de comédiennes. Le tout est magnifiquement réalisé par notre ami réalisateur, le Tunisien passionné et amoureux de l'Algérie, Abdellatif Ben Ammar. C'est un film dédié aux femmes en ce début du mois de mars. Je vous propose tout de suite de regarder et de découvrir un extrait de votre film de ce jeudi soir. وانا مفرعس بابا بابا عزيزة يا بابا اسمع تعبنا وصرفنا وكسبنا والخير مازال على قدام. البس لكتك عايش بابا يجي يشوف العروسة اللي واقفة قدام الدار. استنى الساعة ما ينجمش يمشي تحت من الكار. شوف ساعة كار خذيت نمروه؟ لا ما تتعبش روحك، ما عندي حد شيء. ملاحش بابا، ايش عملت لها؟ تحفة الموسم يا بابا، أول كار بشتريها فاميليا مش اللي يجي إيسوزو. شنو هو؟ إيسوزو باشي مازوتي جابونيز من اليابان يا بابا. تحب تشوفها؟ نجيب لك الباكيت؟ يحب يشوفها. أي عايش بابا. بشوية بشوية. من اليوم فات الكيران يا بابا. ساعد على روحك. وانا بدي تشوف هاي الكباب اللي نجمع. لا حل الباب خلي الوفد يخرج ملا فرد اللول. يشاني يا بابا ايش قولك في الكهرباء العظيمه ها؟ طنق يا بابا طنق بالسم اللي شريتها افار عمره مخلوق. بهذه تحلت مشاكلي الكل. لا عاد حاجتي باش شكون يجيب لي لا قضيتي لا لحمي لا شراب. عبي وطيب ولا سقل. كثرتش فيها. شنو كثرتش فيها؟ ايش كثرت فيها؟ اطلع ساعه عم بك دوره. هي بابا هي. دينار يا بابا دينار مازوت عم بها دوره الجمهوريه كامله. اطلع تيلي شكون باش طيب؟ تيلي توريست يا بابا تطلع بركه. عزيزه اجي من هنا. اطلع شد روحك ها. Eh oui, Aziza, magnifique film et une belle aventure de Abdellatif Ben Ammar qui a aussi regroupé les regrettés musiciens Ahmed Malek et directeur photo Youssef Sahraoui, des magnifiques personnes. Il nous a fait l'honneur de venir depuis la capitale Tunis en Algérie pour débattre autour de ses œuvres coproduites avec l'Algérie. Il est là, Abdellatif Ben Ammar, on l'accueille juste après l'habituel jingle de l'émission. Monsieur Abdellatif Ben Ammar, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal et de Ciné Thématique particulièrement. Merci de m'avoir invité à cette émission qui est très respectée à mon avis aussi bien en Algérie qu'en Tunisie. Merci beaucoup, c'est un honneur pour nous. Je vais commencer par quoi en fait? Avant de parler de votre cinéma, on va parler un peu de votre amour, de votre amitié, à votre attachement à l'Algérie. Qu'est-ce que ça vous a fait, le fait de venir aujourd'hui en Algérie? Qu'est-ce que vous avez ressenti réellement quand vous avez vu la capitale Alger? Vous avez parlé avec des Algériens hier. Alger, enfin toute l'Algérie, tout le peuple algérien pour moi et le peuple tunisien sont des peuples frères.
Alger est une capitale que j'adore parce que vraiment, je suis venu plusieurs fois ici en Algérie et toute ma vie cinématographique, finalement, elle est passée par Alger. Ma carrière, si on veut, était liée aussi bien à l'ONSIC, aussi bien à la Cinémathèque d'Algérie, aussi bien... Donc, quand on est cinéaste de cette région-là, je crois qu'Alger est un tremplin, si on veut, pour une cinématographie d'intelligence. Ouais. Et donc, voilà, mes prises de conscience, elles sont faites au contact de mes amis algériens, mes confrères, mes cinéastes que j'adore. Certains sont partis, Allah yarhamhum, si on veut, mais alors, je ne crois pas qu'un cinéaste de notre région puisse se forger, se bâtir sans réfléchir à cette question d'appartenance. À quel peuple on appartient, à quelle histoire, à quelle civilisation, à quelle nation. Oui. Or, je crois profondément que nous appartenons à la même nation, au même peuple, et que nous avons le même destin. En fait. Vous étiez jeune et vous aviez un rêve. Oui. Un rêve. Celui de voir un jour le Maghreb uni. Je l'ai toujours, ce rêve. Vous l'avez toujours, justement, ce rêve. Est-ce que vous croyez en cette union? Bien sûr. Qui est, je pense, tout à fait naturel, je pense, à mon avis. De par le langage, de par la culture, de par nos traditions, de par notre histoire aussi liée à ce passé colonialiste français qui a tout simplement bouleversé cette région. Voilà. Quand je suis ici, je suis chez moi. Quand je suis ailleurs, quand je suis dans une autre ville européenne ou n'importe quoi, je suis ailleurs. Je ne leur appartiens pas. Hein? Et je me sens un peu étranger. Ici, je ne me sens pas étranger. Vice-versa, quand les amis algériens, si on veut, se retrouvent à Tunis, eh ben, ils se retrouvent finalement à Oran ou à Tunis, c'est pareil. Oui. Hein, pour un Algérien, on n'est pas dépaysé. On n'est pas dépaysé, on a la même culture, on a la même manière de voir, on a les mêmes émotions et on a surtout les mêmes rêves. Les mêmes rêves. Développer... disons, cette personnalité, je dirais, nord-africaine ou maghrébine, hein, la développer ensemble. On a parlé de ressources humaines, notamment la jeunesse maghrébine, bien sûr, qui est là. On a parlé de ressources aussi naturelles, on a parlé de cette richesse dont le Maghreb dispose. Est-ce que vous croyez que nous saurons relever le défi de l'avenir ? Malgré ces problèmes qu'on a subis, que ce soit ici en Algérie dans les années 90 ou par contre en Tunisie tout récemment avec cette révolution, avec ces mutations qu'est en train d'entreprendre notre ami, enfin notre pays ami, la Tunisie. Il faut craindre ce qui pourrait nous séparer. Hein? Et il faut travailler sur ce qui pourrait nous lier encore plus. D'accord. Donc, pour moi, c'est vrai qu'un Maghreb, où les frontières seraient des frontières peut-être, disons, de type politique ou des choses comme ça, mais où la notion d'un peuple qui s'attelle à forger sa dignité, travailler pour un mieux-être de tout le monde, travailler pour... je veux dire, imposer ses points de vue, ses sensibilités, imposer sa culture. Oui. Hein? Oui. Et je crois pas que... Je me vois, en tout cas je suis chez moi ici. Oui. Voilà, c'est très clair. Oui. Je suis chez moi et j'espère que tous les Algériens, d'ailleurs... beaucoup l'attestent, quand ils sont en Tunisie, ils sont chez eux. La semaine dernière, on a diffusé votre film Les Palmiers blessés. Oui. Une histoire de quête de vérité, parfois il y a des contre-vérités un peu choquantes. Et puis sur une toile de fond de la guerre de Bizerte. Oui.
Et quand on a vu le film, on a reçu beaucoup de messages et de commentaires par rapport à cette histoire complètement bouleversante. Mais en même temps, il y a de magnifiques paraboles que vous utilisez dans le film. Il est même prémonitoire, le film, puisque vous parlez un petit peu de cette entraide entre les Algériens et les Tunisiens, les deux pays, qui se sont soutenus à travers le temps depuis déjà la guerre de libération nationale, en passant par la décennie noire et en passant malheureusement aussi par cette révolution tunisienne qui a aussi changé quelques donnes en Tunisie, notamment celle du tourisme qui a à un moment donné manqué à la Tunisie et que les Algériens ont parfaitement remplacé un certain été. Chouf, même les hommes politiques, et on sait que ceux-là, si on veut, ils travaillent plutôt dans le circonstanciel, comme on dit. Hein. Mais même ceux-là, ils ont bien compris que, par exemple, l'indépendance de la Tunisie ne pouvait se réaliser pleinement que lorsqu'il y aurait l'indépendance de l'Algérie. Donc, sur les frontières tunisiennes, tuniso-algériennes, il y avait un comportement naturel, si on veut, de soutien à la cause algérienne pendant la libération, pendant la lutte pour l'indépendance du pays. Bon. Les Tunisiens ont eu le prix à payer, c'est clair, hein, mais les Algériens ont eu aussi le prix à payer. Hein. Donc pour nous, ces frontières, bon, c'est théorique ou c'est un détail. Pour moi, c'est presque virtuel, on va dire. On va les prendre comme ça, comme des... Les Algériens, quand ils viennent l'été pour se baigner en Tunisie, voilà, pour goûter au bric à l'œuf, si on veut, ils se sentent chez eux, hein, ça c'est très clair. Et moi aussi, de mon côté, voilà, nous, quand on va en Algérie... Ce que peut-être je voulais relever, M. Benamar, c'est qu'à un moment donné, les Européens ont eu peur de prendre leur avion et partir dans des hôtels tunisiens. Or que la solidarité des frères, elle ne peut pas être ébranlée à cause de certains événements qui peuvent terroriser certains. Oui, ce qui a sauvé un peu les pots cassés des résultats d'un intégrisme, si on veut, et d'un terrorisme, si on veut, qui s'est implanté quand même en Tunisie pendant quelques années maintenant, depuis 2011, est évident qu'il n'y a que les Algériens qui nous ont soutenus. Les Algériens sont venus en masse. Les Algériens sont venus presque comme un devoir. C'était même plus des vacances. Oui, il est venu comme un... Pour lui, il n'y a pas de raison à ce que la décennie noire recommence de l'autre côté de la frontière. Oui. Eux aussi, ils étaient conscients, si on veut, qu'il fallait absolument finir avec la violence et avec les fous de Dieu ou ceux qui prônent, si on veut, des visions d'un nationalisme qui s'étend jusqu'en Irak. Ça n'a aucun sens. Oui. Ça n'a aucun sens. La Tunisie et l'Algérie matérialisent la notion de pays frère. Oui. Voilà. C'est la concrétisation réelle. C'est l'incarnation de la logique du pays frère. Oui. Voilà. Magnifique. On a parlé d'histoire avant cette émission et vous nous avez apporté des éléments que peut-être beaucoup d'Algériens ignorent, de ces témoins de la révolution algérienne, ceux qui ont connu bien sûr notre martyr Abban Ramdan, Karim Belkacem, tous ces héros de la nation qui ont été en Tunisie avec cette magnifique histoire du quotidien El Moudjahid, de ce tabloïd qui a fait trembler l'Hexagone, qui a fait trembler les ennemis de la liberté en Algérie ou en Tunisie ou bien sûr au Maroc ou tous ces pays qui étaient opprimés par les Français. Et là, ils ont bien eu raison de trembler parce que quand on a un comité de rédaction où il y avait le Malhoum Assia Djabar, quand il y avait France Fanon, quand il y avait Melek, quand il y avait toute cette équipe d'Algériens qui étaient en Tunisie, en exil, mais en train de lutter à partir de Tunis pour convaincre par le journal El Moudjahid qu'il fallait que la lutte continue et il fallait répondre, si on veut, je dirais aux colonisateurs que c'est fini. L'Algérie ne peut plus appartenir à la France. L'Algérie est algérienne. Et c'était écrit par des mains intellectuelles et intelligentes. Intelligentes, bien sûr, à Tunis. En plus, il y avait la naissance de Kassavan.
Kassaman et avec Moufdi Zakaria et tout. C'est là-bas, c'est dans les studios de la télé ou de la radio à ce moment-là, si on veut, comme ici maintenant, si on veut, où la notion de hymne national algérien s'est faite. C'est magnifique. C'est des moments. Ben Ramadan, quand même. Ben Ramadan, c'est un monsieur qui a marqué un peu la mémoire des Tunisiens. Bourguiba l'admirait. Bourguiba l'admirait. Il disait, lui, c'est un vrai... C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est un avant-gardiste, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui peut voir des choses très... Il était moderniste. C'est le mot. Il était contre l'obscurantisme. Il était déterminé, en tout cas, à bâtir une Algérie. Une Algérie où les hommes et les femmes seraient égaux. Il fallait retrousser les manches et non pas se préoccuper, si on veut, de convictions théocratiques ou n'importe quoi, si on veut, éculer, mais qu'il fallait au contraire bâtir et bâtir et bâtir. Et pour ça, il fallait absolument libérer l'esprit, il fallait donner à l'homme sa dignité, et ça, malheureusement, si on veut, il n'a pas pu accomplir sa tâche totalement. Et le cinéma est un moyen incroyable pour faire valoir tout ça. Quand on voit les palmiers blessés, on voit bien cette quête de la vérité pour construire une identité basée sur du vrai. Parce qu'avec le faux, on ne peut pas faire des choses intéressantes dans la vie. Oui, moi j'ai la conviction que l'histoire forge le présent et l'avenir. C'est à partir de l'histoire qu'on peut, je dirais, affronter les défis du présent et de l'avenir. Et je pense que l'histoire est une science qui, de toute façon, c'est comme un boomerang. Elle reviendra un jour ou l'autre, si on veut la vérité historique, elle s'implantera. Donc de toute manière, pourquoi je dirais les vainqueurs essayent-ils de transfigurer l'histoire? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un jour ou l'autre, la vérité éclatera. Moi j'aime bien le mot. Éclatera. Et c'est en comprenant le processus de ce qui s'est passé qu'on se rend compte réellement du sacrifice, tout simplement, de ces femmes et de ces hommes qui ont payé de leur vie pour qu'aujourd'hui nos nations peuvent exister et être développées. En tout cas, on l'espère du fond du cœur, que ce soit pour la Tunisie, pour l'Algérie, pour le Maroc, aussi pour la Libye et pour nos amis qui vivent aujourd'hui en 2018 des guerres ravageuses comme ce qui se passe au Yémen, en Syrie et d'autres nations malheureusement touchées par les affres de la guerre. On y revient, on va tout doucement aborder Aziza. J'aime beaucoup ce nom déjà. Aziza, c'est la chair, je sais pas, c'est la femme qui a une grande valeur et vous le concrétisez en 1979, parce que je crois que l'idée a commencé en cette année-là. Et là, vous rendez un vibrant hommage aux femmes à travers une coproduction algéro-tunisienne. Comment est venue cette idée de faire un film sur les femmes à l'époque? D'abord, il y a ma mère. Et le regard de ma mère, ou le silence de ma mère, si on veut, m'ont interpellé pour savoir finalement si cette personne était heureuse, si cette personne imposait son point de vue, ou si cette personne pouvait exprimer son point de vue. Donc la femme n'est pas un objet, enfin pour moi en tout cas, la femme est une partie prenante, si on veut, je dirais de la vie. Sans elle, ça ne sert à rien. Bon. Maintenant, cinématographiquement, il y a quelque chose qui est toujours lié d'ailleurs à Alger. Moi, j'ai fait avant Aziza, j'ai fait un film qui s'appelle Sejnen. Sejnen, c'est une tentative de dire au pouvoir en place à cette époque-là que c'est faux. L'écriture officielle de l'histoire de la Tunisie, elle a des failles et des manques. D'accord. Et donc j'ai apporté dans Sejnen
j'ai apporté quelques rectifications. Évidemment, comme c'était une fiction, il y avait des personnages masculins, féminins, tout ça et tout. Et là, j'étais un peu pris à partie par le public intellectuel, je dirais, où ils ont vu que je n'étais pas très moderniste sur le plan de la position de la femme. D'accord. Sauf que ça a été rectifié où? À la Cinémathèque d'Alger. Et ça, c'est Bouchema Karej. Je qui en rend hommage ce soir. Absolument. Je lui dois une interprétation et une lecture du film absolument parfaite. Oui. Il a été le premier qui m'a dit ne les écoute pas. Tu as fait un film extraordinaire pour libérer la femme. Magnifique. Voilà. Ouais. Et ça vient, encore une fois, des contacts que nous avions, si on veut, nous, ensemble. Oui. Vous savez, toute l'histoire du cinéma, elle est ponctuée, si on veut, par des rencontres comme ça fulgurantes. Hein. Ouais, c'est ici qu'il y a eu le fameux congrès de tous les cinéastes africains. Ouais. C'est l'Algérie qui a invité tout le monde. Ouais. Donc c'est à partir de ces rencontres-là que des idées... voilà. Et donc, je me disais, oui, c'est vrai, le rôle de la femme dans un pays qui se construit n'est pas d'être à la dépendance de l'homme, ou en tout cas dirigée systématiquement, si on veut, par les desiderata de l'homme. Il faut aussi qu'elle apporte son savoir, son intelligence, sa rêverie, sa sensibilité, pour pouvoir participer à la construction réelle d'un pays. Ouais. Et donc j'ai fait Aziza. Oui. Quand j'ai fait Aziza, évidemment, il a fallu que mes frères, voilà, fassent une lecture et disent oui, allez, on y va. Ouais. Il y a mon réalisateur qui me dit à l'oreillette, parce qu'on le fait de temps en temps, il me dit, pour savoir le degré, pour palper, connaître le degré du développement d'un pays, il faut voir la place de la femme que ce pays lui consacre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, je pense que l'évolution d'un pays, les signes de l'évolution d'un pays viennent de la manière avec laquelle la femme intervient dans la société, intervient dans la vie active, et intervient par son intelligence. Et puis, je trouve que un être humain, une femme, qui a son intelligence, qui a son savoir, qui a étudié, qui a poussé, et elle pilule dans le monde interne. Ah oui, oui, oui. Elles apportent énormément, si on veut, à la société. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a un code génétique particulier. Ça n'a pas de sens. Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vrai. Quand on parle de votre film Aziza, en fait, si on aborde le film en tant que tel, à travers son synopsis, son histoire, ce qui véhicule les personnages, l'histoire, elle est complètement magnifique parce que vous avez des aspects, j'allais dire, prémonitoires. Vous nous ramenez un Saoudien avec plein de fric, qui veut se marier avec Aïcha, c'est ça. Bien sûr. Qui veut acheter. Ou acheter. Voilà, c'est le mot. Acheter Aïcha, parce qu'Aïcha est séduite par tous ces... l'argent, par le pouvoir du confort, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais on le voit bien dans votre film, cet aspect-là, d'acheter la femme, de pouvoir... Vous savez, maintenant, en tout cas, d'autres conviennent, si on veut, et beaucoup de femmes conviennent, que la révolution, elle a eu lieu pas en 2011. Vous parlez de la révolution tunisienne. Je parle de la révolution tunisienne. Elle n'a pas eu lieu en 2011. Elle a eu lieu en 1956. Parce que quand même, il faut revenir toujours à l'histoire pour comprendre les choses. La Tunisie devient indépendante en mars 1956. Oui. Mars 1956. Août 1956, avant même que la constitution tunisienne ne soit écrite ou rédigée ou votée ou adoptée, il y a le code du statut personnel de la femme qui a été imposé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tenant
disons, les hommes politiques de cette époque-là étaient conscients du rôle de la femme pour bâtir un pays moderne. Bon, ça a déplu à toute la, je dirais, la péninsule arabique, à tout ce monde-là. Ça a déplu, si on veut, aux frères musulmans, ça a déplu, si on veut, aux nationalistes arabes, parce qu'ils trouvaient que c'était une parjure, si on veut, au dogme. Hein? Et, pour moi, je trouvais qu'au contraire, les femmes tunisiennes s'étant libérées, elles allaient pouvoir retrousser les manches et se battre encore. Ouais. Ça ne veut pas dire que tout est fait, que ça y est. Le combat continue. Oh, bien sûr. De la femme et de l'homme, côte à côte. C'est tout ce que j'ai dit à Aziza. Oui. À Aziza, je lui dis, écoute, si tu prends la décision de te battre, si tu veux aller dans la vie active, hein, sache que ce ne sera pas facile. Oui. Mais parce que, mis à part la loi, hein, il y a les lois sociales et il y a les réticences hein, d'un pouvoir depuis des siècles et des siècles et des siècles, qui est un pouvoir masculin qui ne lâchera pas l'affaire. Voilà. Le combat continue. Et puis on ne peut pas parler de Aziza sans évoquer bien sûr ceux et celles qui vous ont accompagné dans cette magnifique aventure. Le film est magnifiquement... il y a une atmosphère magnifique, il y a une image magnifique, il est magnifiquement fait, techniquement. Il y a une atmosphère, il y a une beauté. Parfois on a l'impression de voir complètement un tableau quand il y a Zinette avec Chachia Tao, à côté de la belle Yasmine Khlad, qui est complètement magnifique, cette femme, elle est rayonnante avec ses yeux bleus. Hein. Et c'était grâce à un maître de la photo en Algérie, à qui on souhaiterait ce soir rendre un vibrant hommage. Absolument. Il s'appelle Youssef Sahraoui. Youssef Sahraoui, mon frère et mon ami Youssef Sahraoui, qui a sauté dans un camion et qui est venu d'Alger jusqu'à Tunis pour m'assurer une très très belle image et elle est due à lui, elle est due à sa sensibilité et son savoir-faire. Vous savez, chaque film, au-delà, disons, de ses qualités ou au-delà de l'accueil qu'il a eu, hein, avec le temps, on s'aperçoit que ça a été un moment de grâce qui a permis aux gens de se connaître et qui a permis aux gens de bâtir ensemble un rêve commun. Et avec Zinette, avec Dalila, avec Youssef Shah, avec Ahmed Bjaoui, avec Ahmed Melek, tout ce monde-là, si on veut. De l'autre côté, il y avait Moufida Tletli, la réalisatrice qui était à ce moment-là script et monteuse. Il y avait d'autres techniciennes, si on veut, comme Kalthoum Bournaz. On était tous ensemble, si on veut. Et on a travaillé avec plaisir. C'est-à-dire, ils avaient épousé un peu les thèmes du film. C'est-à-dire, ils étaient d'accord avec moi. Sur le sujet, sur l'engagement. C'est-à-dire, il y a un décalage entre la loi qui protège la femme et la réalité de la société. Réalité et les us et coutumes, si on veut, qu'il y avait à cette époque-là. Maintenant, que faire? La loi est avec moi, et qu'est-ce que je peux faire? Hein? Est-ce que il y avait le personnage de Ali, tout ça, ce jeune un peu... Entre les deux, hein. Bah oui. Voilà. Parce que d'un moment, il veut être dans le capitalisme, avoir sa propre boîte, sa propre voiture avec de l'argent, mais en contrepartie, derrière, en famille, hein, il n'aimerait pas que... Voilà, bien sûr. D'ailleurs, il a bouté un échec. Que les femmes il a bouté un échec et il est pris en charge par Aziza. Il est pris en charge par Aziza. Enfin, c'est la symbolique pour moi. Voilà, justement. Parce que les téléspectateurs découvrent. Par contre, je voudrais revenir comme ça, avec toute la précision de ma mémoire, sur le moment où nous avons collaboré ensemble, quand on a tourné le film. Il y avait une équipe moitié algérienne, moitié tunisienne, hein, et chaque matin c'était un plaisir de nous retrouver. Et chaque jour, si tu veux, c'était... écoutez, quand je disais coupé, hein, il y avait des gens qui applaudissaient Zinette. Hein.
Toute l'équipe se mettait à applaudir Zinette parce que Zinette était magistral, si on veut, dans sa, je veux dire, dans les nuances. Il était capable de nuances. Et puis, je lui avais donné un rôle de Tunisien. C'est un vieux Tunisien. Or, Zinette, non, c'est Zinette. C'est Zinette. Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Voilà. Humain, très. Je voulais que vous me parliez un petit peu rapidement parce qu'on risque de déborder sur le temps qui nous est attribué par les amis de la diffusion et de la programmation qu'on salue. Mais c'est pas grave, puisque c'est une exclusivité, j'allais dire, de vous avoir sur le plateau. Comment a été Zinette, franchement, dans cette aventure? Qu'est-ce que vous gardez de lui? Quelle est l'image que vous gardez de Zinette aujourd'hui? Son humilité, c'est l'humilité de l'artiste, même s'il est immense. Oui, en plus, il avait... moi, je pense qu'il avait la distanciation brechtienne. C'était une intelligence rare, Zinette. Zinette, on n'en fait pas, on en fait un chaque demi-siècle, hein. On est clair. Donc, Zinette était là et il a accepté de jouer le rôle. Hein. Il a accepté de jouer le rôle et donc il a imposé un vieux Tunisien tel que lui le concevait. Tel que lui le concevait. C'était pas... C'était crédible, hein, ça marchait beaucoup. Mais ça marchait énormément. Personne ne savait que c'était un Algérien. Il disait, mais c'est Mohamed Zinette. Bon, Mohamed Zinette doit être un acteur, quoi, point à la ligne. Tu vois. Donc voilà. Yasmine Khlat aussi, qui aujourd'hui, elle écrit des livres, elle est à Paris, elle est magnifique, elle n'a pas changé d'un iota, cette femme. Non. Vous l'avez rencontrée récemment? Non, je l'ai rencontrée après. Yasmine a fait... après, elle a fait Nahla. Avec Belloufa. Avec Belloufa. Un excellent réalisateur aussi, ce mec-là. Et puis elle a fait, je crois, un film avec Mohamed Malas. Mais après, elle s'est consacrée à l'écriture, à la littérature. Voilà. Et elle a eu même un prix, je crois. En tout cas, elle a avec Aziza, elle a eu le prix d'interprétation féminine à Moscou. Hein. Oui. Il n'y a pas eu que ça. Hein. Aziza a raflé des prix un peu partout. Oui, il a eu des prix vraiment partout. Il a eu le Tanit d'or à Carthage, il a eu je dirais à Ouagadougou, le prix spécial du jury, il a eu la quinzaine des réalisateurs, il a eu le prix spécial du jury de Carlo Vivari aussi. Magnifique. Donc non, il a été bien accepté. Magnifique. Je voulais, avant de quitter, je voulais aussi présenter nos condoléances à la famille du cinéma tunisien, hein, après le décès bien sûr de Taïeb Louhichi, qui est un réalisateur que vous avez connu personnellement et qui est un réalisateur magnifique, qui a donné beaucoup au cinéma tunisien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du cinéma de Louhichi? Il a fait L'ombre de la terre, il a fait quelques longs métrages qui ont été très très bien reçus, si on veut, par le public. Et surtout, il faut rappeler aussi autre chose, hein. C'est qu'il a eu droit à la je dirais à la compréhension de nos amis algériens, parce qu'il a fait un film qui s'appelle Elle a ma raison. Hein? Mais c'était même les autres. Tourné ici. Oui. Toujours sur le combat de la femme. Et c'est une histoire d'amour. D'amour. C'est une histoire d'amour, si on veut, qui s'est passée dans le désert. Il a tourné d'ailleurs du côté de Biskra, des choses comme ça et tout. Et il a été soutenu par Ali Mazif. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit Leïla et les autres, parce que c'était Ali Mazif est un fidèle téléspectateur de l'émission et qu'on salue ce soir par rapport à tout ce qu'il a fait pour défendre aussi, la femme. Voilà, je le remercie aussi parce que c'est un collaborateur, si on veut, qui outrepasse la logique des frontières. Voilà, nous arrivons à la fin de notre entrevue, si courte mais si intense. Franchement, il y a... Oui, allez-y. Vous êtes le bienvenu. En tout cas, je sais qu'il y a des projets en ce moment qui sont en train de germer, hein, concernant l'Algérie et la Tunisie. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait un cinéma d'intelligence. Qu'il soit d'initiative algérienne ou d'initiative tunisienne, hein, de toute façon, on est voué, à ce que nous ayons le même public. C'est-à-dire qu'on puisse
faire des films qui sont montrés là et là. Je parle pour les films algériens et pour les films tunisiens. Ouais. Je pense que ça, c'est nécessaire pour qu'on ait notre public. Oui. Voilà. Magnifique. Mes chers amis, voilà, je vous dis, régalez-vous avec ce magnifique film réalisé en 1980, intitulé Aziza, Tani d'or hein, du Festival de Carthage. Merci à Aziz Mahidine qui nous a soutenus dans cette émission, dans la rédaction, Madame Nadia Labidi qui nous a aussi aiguillé dans cette émission, aiguillé, c'est ça? Ah oui, aiguillé dans cette émission. Et puis voilà, notre équipe technique, à leur tête, bien sûr le réalisateur Nabil Tribesh, patient avec nous et toute l'équipe. Merci. Bravo. Et bienvenue à vous. Et bravo. Merci. Merci.